soir, nous avons François Corbert qui s'est pas encore présenté d'ailleurs, qui est délégué général de l'association Rebond des Lois. Et depuis à peu près 18 mois, vous vous battez pour que la France accorde l'asile à Julian Assange. Voilà, ça c'est un mot. Après, Monsieur Corbert, on est depuis une semaine, une dizaine de jours, on a beaucoup échangé avec Monsieur Corbert, notamment parce que je savais que Monsieur Shipton, John Shipton, le père de François Assange, se retrouve à Paris. Et évidemment, ça aurait été un grand plaisir pour nous de l'avoir à côté de Dostoïevski, effectivement. Ah oui, mon camp est clairement affiché et je suis heureux et honoré. C'était très émouvant ce soir à l'Assemblée. Il y a 2 ans, un de nos avocats qui s'appelle Emmanuel Ludo, qui est à Reims, m'a dit, mais il y a un truc, ce serait intéressant, il y a Assange qui est coincé dans son ambassade, ce que je savais, mais comme ça, parce que ma connaissance du dossier s'arrêtait là. J'ai une idée, et alors cette idée, on va essayer peut-être de la mettre en œuvre. On ne l'a pas beaucoup développée cet après-midi à l'Assemblée. Et j'ai une idée, il faudrait qu'Assange demande l'asile politique en France. Avec l'Élysée, on ne peut pas savoir, mais on peut lui faire demander l'asile à l'OFPRA. L'OFPRA qui, comme vous le savez, est l'Office français des réfugiés apatrides, qui, vous êtes irakien, vous êtes malien, vous allez à l'OFPRA, et c'est administratif, ça n'est pas réellement politique, c'est assez indépendant. Le problème, c'est que pour demander l'asile à l'OFPRA, il faut être sur le territoire français. Or, malheureusement, Julian Assange n'est pas sur le territoire français, il est dans une prison britannique de haute sécurité, qui plus est. Donc l'idée est de faire une procédure civile devant le juge des référés de Créteil, qui est compétent pour l'OFPRA, afin d'obtenir pour Assange une dérogation pour avoir le droit de demander l'asile en France. Bon, ça, c'est l'asile, si vous voulez, de droit commun. Mais bien entendu, il y a un asile bien plus important et rapide, qui est ce qu'on appelle l'asile régalien. C'est-à-dire que le président de la République a le droit, c'est dans la Constitution, mais ce n'est pas une faveur, c'est dans la Constitution, il a le droit d'accorder l'asile à quelques personnes qu'il juge utile au nom de la République française. Alors évidemment, c'est un droit qui est très beau, parce que c'est un geste souverain, c'est la plénitude du président de la République. On a en mémoire, moi j'étais très jeune, je ne me rappelle plus très bien, mais par exemple, Giscard d'Estaing accordant l'asile politique à un certain Ayatollah Khomeini. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. C'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Je ne me souviens plus les raisons obscures qu'on avait d'accueillir cet ayatollah inconnu à Neaufle-le-Château. Il ne nous l'a pas bien renvoyé. Bon, mais c'est l'exemple c'est une décision du président de la République. Il n'y a pas de procédure particulière. Il faut simplement qu'il soit saisi par la personne qui demande l'asile. Petit problème à ce stade, puisque l'asile, c'est vraiment la chose qui nous unit. Je vais vous dire un petit peu qui s'est groupé autour de ça. Nous sommes d'accord, tous les militants, les blogueurs qui s'intéressent à Assange depuis des années. On s'est réunis il y a 1 an et demi sur une idée, il faut demander l'asile. Point. La seule chose qui peut sauver Assange, c'est d'obtenir l'asile en France. Parce qu'il lui a été proposé par certains pays, c'est gentil, mais c'est de l'affichement. Si un pays peut imposer aux Anglais et aux Américains, dans un bras de fer, de nous laisser Assange venir, c'est la France. C'est la seule. D'autant qu'Assange a des attaches avec la France, puisqu'il a un enfant qui a 30 ans à peu près, qui est français. Il a une vie avec une Française. Wikileaks a été créé au départ en partie en France. Bon, la France, ça serait un pays... Parce que c'est pas tout qui sort de la prison britannique, c'est que s'il rentre en Australie, les Américains le récupèrent, éventuellement, parce que le gouvernement d'Australie, que je ne connais pas particulièrement, est assez proche des Américains, pour ne pas dire plus. Donc, alors je précise aussi que je n'ai rien contre les Américains congénitalement, mais je pense que cette tâche qu'est l'affaire Assange, c'est quand même un terrible procès politique, et une affaire purement politique, on parlera du fond après. Donc, je pense que ça laissera une tâche sur l'image des Américains en général, et dans le cas particulier, il est évident que sympathie ou pas, c'est un bras de fer. Donc nous voulons, depuis 15 mois, qu'il y ait une sorte d'union qui se fasse pour qu'il y ait une demande forte qui vienne de la France d'accorder l'asile à Julian Assange. Vous avez dit qu'il avait beaucoup de presse. Nous, on a quand même l'impression que c'est le pourquoi double traitement. Je suis inspirée de l'article dans Le Monde diplomatique qui s'appelle « Si Assange s'appelait Navalny ». Et c'est vraiment, je vous conseille de le lire. Ça explique un petit peu tout sur 3 pages. Cette affaire, la comparaison justement médiatique et pas seulement d'un fait. Et je vais juste
citer journaliste Jacques Desroux qui dit que le drame de Julian Assange, c'est d'être australien et ne pas russe. S'il avait été poursuivi par le Kremlin, les gouvernements se disputeraient l'honneur de lui offrir le droit d'asile. Son visage serait affiché sur la façade de l'hôtel de ville de Paris et Anne Hidalgo mettrait la tour Eiffel en berne jusqu'au jour de sa libération. Ça résume très bien cette affaire et c'est pour ça la question Alain Juillet, pourquoi cette différence médiatique ? Bon, ben d'abord, je crois qu'il faut repositionner plusieurs choses. Quand on parle d'Assange, il faut bien comprendre. Assange, pour nous les Français, d'ailleurs ça a été rappelé dans le texte qui a été remis à l'Assemblée par Robin Eloi et tous les députés qui ont signé, Assange pour nous, il nous a révélé, il faut bien le dire, comme d'autres d'ailleurs, il nous a révélé des secrets très importants pour nous, puisque par exemple on a découvert que le président de la République française était écouté par les Américains, et à l'époque quand des gens comme moi le disaient, parce qu'on le savait, tous les services français le savaient très bien, mais personne ne voulait y croire au niveau officiel. Il a fallu Assange, c'était le premier, après il y a eu Snowden et d'autres, pour découvrir qu'en définitive, nos alliés nous écoutaient. Maintenant, vous savez que ça n'arrête pas, puisque on sait qu'on a été écouté par les Allemands, les Hollandais, enfin bref, par tout le monde. Donc on a pris l'habitude. Mais c'est vrai que Assange, donc, pour nous, c'était très intéressant, et on devait lui dire merci. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, il ne faut pas oublier le contraire aussi, c'est que pour les Américains, c'est un traître absolu. Parce que dans les informations qu'il a données, il y avait des choses secrètes, et en particulier sur des agents secrets à l'étranger, il y en a qui en sont morts. Il faut quand même y penser aussi. Hein. Oui, si, la CIA a quand même donné, il y a une liste qui est sortie, et malheureusement, il y en a 3 qui sont morts. Ceci dit, ça fait partie du jeu. Ces listes-là n'auraient jamais dû sortir. Il y avait eu des erreurs qui avaient été faites, hein, et donc ces listes ont pu être... Bon. Mais tout ça pour vous dire, moi je ne suis pas en train de vous dire que je partage beaucoup le point de vue qui vient d'être exprimé, à savoir que pour les Américains, ce soit insupportable, et donc qu'ils veuillent l'extrader aux États-Unis, et qu'ils veuillent lui faire 175 ans de prison, du point de vue des Américains, c'est normal. Ou alors, sinon, il n'y a plus de secret dans les pays. On est dans la vérité totale. Hein. Je sais que certains pensent que la vérité totale, c'est fantastique. Mais moi, qui ai fait de l'histoire dans mes débuts de carrière, je sais que tous les systèmes politiques qui ont fait la vérité totale ont terminé par une dictature. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas encourager, regardez les lanceurs d'alerte, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas encourager les gens à dire la vérité et surtout, il ne faut pas les encourager à cacher la vérité. Donc c'est là où le problème est très complexe en définitive. Si vous voulez, ça je voudrais insister. Au-delà de l'affaire Assange, on va parler de Navalny, au-delà de l'affaire Assange, il est clair que Assange d'un côté, il nous rend service, c'est un lanceur d'alerte, il mérite qu'on le traite comme tel et qu'on le traite bien, il n'y a pas de doute. Mais d'un autre côté, il faut bien comprendre que ce genre de choses, ça déplaît à d'autres, et les autres, eux, ils n'apprécient pas du tout. Donc, tout le problème de l'extradition dont on parle, pour les Français, et moi je ne vais pas épiloguer là-dessus, parce que vous faites un boulot formidable, donc c'est pour moi qui vais aller contre. En plus, mais avec tous ces gens, certains sont d'ailleurs des amis, mais il est indiscutable qu'aujourd'hui, hein, le président de la République française, par exemple, s'il décidait, sur le plan régalien, je dis, hein, pas dans une décision de justice, mais sur un plan régalien, de donner à Assange la possibilité d'être en France, hein, il est évident que ça nous mettrait particulièrement mal avec les Américains. Il y a eu le festival des lanceurs d'alerte dans les 3 derniers jours. On a amené John Tipton voir celui-ci. Ça vient de sortir, c'est fait par des Espagnols, et jusqu'au procès de double instance, je n'ai pas d'action dans l'affaire, hein, je vous précise tout de suite. Je croyais savoir beaucoup de choses sur Assange, c'est formidable. Ils ont fait un travail sur les images et ça commence à être diffusé, c'est tout frais, au studio Saint-Michel à partir de ce soir, pendant plusieurs jours, avec des réalisateurs, avec des intellectuels, pour parler d'Assange, bien entendu. Puisqu'il y a quelque chose, une espèce... C'était pas coordonné avec nous, mais c'est
formidable, si vous voulez d'abord passer 1h30 passionnante, c'est le documentaire du niveau d'Arte ou du service public de la 2. Je croyais tout savoir. Et alors évidemment, il y a beaucoup, ça va assez loin, parce que bien que ce soit difficile à comprendre, cette histoire qui dure depuis 10 ans, avec les poursuites suédoises, enfin on pourra rentrer dans les détails si vous voulez, c'est très intéressant parce que ça vous permet une réflexion encore plus profonde qu'on n'aura peut-être pas le temps de mener ici. Sur les lanceurs d'alerte, il y a une chose qu'il faut savoir, et qu'on n'a pas voulu voir et qui va poser un problème compte tenu justement des travaux qui sont faits avec raison à l'Assemblée pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. Le problème, c'est qu'il faut savoir qui sont les lanceurs d'alerte. Parce que dans les lanceurs d'alerte, vous avez 3 catégories. Je parle des lanceurs d'alerte d'entreprise. Vous en avez 3. Vous avez des gens foncièrement honnêtes, formidables, qui sont choqués par ce qui se passe et qui éprouvent le besoin courageux, parce qu'ils risquent, de toute manière, même si on les protège, il y a toujours un risque, et qui risquent pour révéler des choses qui sont inacceptables. Et ceux-là, ils doivent mériter notre respect le plus grand, parce qu'ils vont très loin et ils nous rendent service, comme vous l'avez dit. Quand Frachon se lance contre Servier en disant voilà, ce médicament est dangereux, il faut oser le faire. Il faut oser le faire. Et quand à la fin, on voit qu'elle avait raison, ça, c'est ça. Cette catégorie-là, bon, elle doit représenter entre 30 et 40% des lanceurs d'alerte. Mais il y a 2 autres catégories, c'est beaucoup moins drôle. Il y a une catégorie, c'est ceux qui en veulent dans l'entreprise, à l'entreprise ou aux dirigeants de l'entreprise ou à leurs collègues, hommes ou femmes, parce qu'ils n'ont pas voulu ci, parce qu'ils n'ont pas voulu ça, parce qu'ils n'ont pas eu de nomination, parce qu'ils ont été brimés ou ce que vous voudrez. Et pour se venger, ils vont lancer des informations dont ils savent que ça va gêner l'entreprise. Alors, dans cette information, il peut y avoir effectivement des informations inacceptables, là je suis d'accord et on retrouve sur les premiers, mais la motivation n'est pas du tout la même. Mais il y a aussi d'autres choses qui vont être révélées, qui peuvent être un vrai problème, parce que ces informations, après tout, elles n'avaient pas de raison de sortir. Malheureusement, ceux-là, on peut compter à peu près 30%. Et vous avez une troisième partie dans les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui sont achetés par les concurrents. Parce que quand vous avez des secrets d'entreprise, bien sûr, vous ne les révélez pas à l'extérieur. Les concurrents qui espionnent votre entreprise ou qui ont des informations sur ce que vous avez, eux aussi ne peuvent pas utiliser ces recettes que vous avez chez vous, ces savoir-faire ou autres, ils ne peuvent pas les utiliser pour la bonne et simple raison que s'ils les utilisent, on dira « mais vous les avez volés dans telle société ». Donc comment on fait ? On paye quelqu'un pour lancer à l'extérieur l'information, la recette ou autre, avec un prétexte et un habillage, et une fois que c'est sorti dans la presse ou dans les médias, à ce moment-là, il n'y a plus de problème, l'entreprise concurrente peut utiliser ces informations pour son profit. C'est la dernière partie. Donc, si vous voulez, que ce que je vous dis là, c'est pas du tout, je suis contre les lanceurs d'alerte, je suis pour, et je le dis, et je le raffirme, je pense que c'est une nécessité dans notre société d'aider, d'encourager les lanceurs d'alerte pour justement éviter beaucoup de dérives que nous connaissons et que nous avons connues. Mais il faut ne pas être dupe non plus, il n'y a pas que des gens honnêtes dans les lanceurs d'alerte. Je ne suis pas en train de dire qu'Assange, enfin pour moi Assange c'est clair, c'est la première branche, vous avez bien compris, il est dans ceux qui sont purs et qui ne sont pas du tout intéressés par des révélations, payées ou par mécontentement. Donc lui il est tout à fait en dehors de ça. Mais pensez-y, parce que lorsqu'on parle de lanceurs d'alerte, pensez bien que tout n'est pas clair et tout n'est pas blanc. Comme le monde d'ailleurs. Le monde, il n'est pas blanc ou il n'est pas noir, il est gris, malheureusement, mais c'est comme ça. Il n'y a que dans Star Wars qu'on voit les blancs et les noirs. Et encore, on ne sait plus très bien lequel est blanc et lequel est noir quand on voit leur comportement. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Je voudrais revenir maintenant sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par Irina. C'est le fait que vous avez dans des affaires comme Assange ou l'affaire Navalny, ce qui est très intéressant de voir en définitive, c'est les différences de traitement qui sont faites. Alors dans l'article du Monde, il était dit, si Assange était russe, il serait déjà sorti. Je ne sais pas, je ne suis pas totalement sûr, mais ce qui est certain, par contre,
c'est que nous avons aujourd'hui des manipulations de l'information, et je pèse bien mes mots, des manipulations de l'information qui sont organisées ou structurées à partir d'événements qui ont été conçus dans le cadre d'une opération de déstabilisation ou qui sont récupérés dans le cadre toujours d'une opération où on vise à déstabiliser l'adversaire en récupérant des problèmes qui viennent d'arriver. Dans tous les cas de figure, on manipule l'information pour pousser tout le monde à croire à une certaine vérité qui n'est pas la vérité du tout. Hein, et du moins, ou alors, c'est pour ça, quand on regarde, alors quand on gratte, on s'aperçoit dans les grandes affaires qu'on a connues ces dernières années, en partie de l'affaire Navalny, mais également pendant l'affaire Loutchenko avant, hein, on s'aperçoit dans les deux cas de figure, il y a des passages sur lesquels on n'a aucune information réelle. Mais les médias se chargent de raconter l'histoire de telle manière que cette partie-là, on l'évacue. Je vous donne un exemple. Navalny, il tombe malade alors, lors d'un voyage en Sibérie, et on dit qu'il a été intoxiqué par un produit évidemment dangereux, même très dangereux, semble-t-il. Et à ce moment-là, il y a toute une intervention de gens des pays occidentaux, il faut bien le dire, qui disent on ne peut pas le laisser être traité par les médecins en Sibérie, il faut absolument le rapatrier vers des pays sûrs, donc vers un pays européen. Déjà, rien qu'en disant ça, vous jetez une suspicion légitime sur le pays qui est en train de traiter le malade. Parce que si vous dites il ne peut pas être bien traité, il faut qu'on le sorte pour le ramener en Allemagne, pour le cas de Navalny, bon, ça veut dire que donc personne n'a confiance, les Occidentaux en tout cas disent qu'ils n'ont pas confiance dans les médecins locaux. Bon. Qui eux disent, mais enfin on le traite et ça va mieux. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe ? La pression augmente par les réseaux sociaux, par les ONG, par tout ce que vous voudrez, par les politiques, par tous les acteurs, si vous voulez, qui sont dans cette affaire. Et jusqu'à un moment où, ce qui s'est passé pour Navalny, on dit, bon, bah, la seule solution, le pouvoir, en l'occurrence le pouvoir russe, dit, bon, bah, écoutez, vu comment la situation, qu'il aille en Allemagne. Et là, il va en Allemagne, il est hospitalisé, et si vous vous souvenez, dans l'affaire Navalny, ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, à savoir, les médecins allemands, j'ai bien dit les médecins allemands, disent... Nous avons identifié, il a été empoisonné au Novichok. Qui, parmi les médecins allemands, connaît la composition du Novichok ? Entre parenthèses, qui, parmi les Occidentaux, connaît le Novichok ? Il y a peut-être les Anglais, à cause de l'affaire Skripal, et encore, parce qu'on n'est pas sûr du tout que c'était du Novichok, là aussi, mais on a dit c'est Novichok parce que ça sonne bien aux oreilles. Mais en réalité, on ne sait pas grand-chose. On sait que c'est un produit bizarre qui rend malade, ça c'est sûr, ça peut même tuer, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. En tout cas, on n'est pas sûr que ce soit ce fameux Novichok que personne n'a vu. Bon, là, les Allemands vous disent c'est le Novichok. OK. Alors, bien sûr, après, on dit ah, mais ça y est, des médecins occidentaux ont été vérifiés. Alors, donc, c'est formidable, c'est l'Union européenne, l'OTAN. C'est l'OTAN qui regarde et qui dit oui, oui, c'est du Novichok, bravo, super. Et la logique, on dit, ben à ce moment-là, publiez les résultats des analyses. Si vous êtes malade et que vous êtes une personnalité, la vérité dont parle notre ami exige qu'on publie les enquêtes et les analyses pour savoir ce qu'il a vraiment dans le sang ou ce qu'il a vraiment ailleurs. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune analyse n'a été publiée. Aucune. Toutes les demandes pour voir les analyses ont été refusées. Il ne s'agissait pas de voir le malade, il s'agissait seulement d'avoir les analyses. Eh bien moi, c'est ce que je dis à ce moment-là. Je dis qu'on est clairement face à une manipulation. Si on ne montre pas les analyses, c'est que ce qu'on nous raconte n'est pas forcément la vérité. Et qu'on me prouve le contraire. Vous voyez ? Donc, et là, on est dans ce qui est un problème de plus en plus important dans notre société, à savoir ces manipulations qui sont faites par des groupes de pression. Alors ça peut être des services de renseignement, ça peut être autre chose, ça peut être des groupes criminels, ça peut être ce que vous voulez,
mais qui font qu'à un moment, eh bien, on va se faire tous embarquer, parce que les médias sont redoutables dans ce cas-là, parce que eux, pour vendre du papier, eh bien, ils en racontent, ils en rajoutent tout le temps, et en définitive, on perd le fond du problème, on perd la réalité du fond du problème. Hein? Et je reviens pour passer la parole à notre ami, hein, quand vous regardez l'affaire Assange, par exemple, bon, je suis bien d'accord avec vous, à partir du moment où il y a un procès, où on dit Assange, voilà, selon les règles juridiques, hein, là je ne parle plus des règles des services de renseignement ou autres, mais quand on vous dit Assange, voilà ce qu'il a fait, voilà, bam, 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 on le condamne d'un côté à 175 ans, mais il est évident qu'il y a un aspect, pour la raison que je disais tout à l'heure, il y a un aspect politique, c'est que les États-Unis ne peuvent pas accepter ça, mais que les autres pays en ont été bénéficiaires, donc légitimement ils peuvent dire après tout on va le protéger, hein, eh bien là on voit bien la clé du problème, c'est pas le juridique, c'est dans les médias, c'est dans les réseaux sociaux, où selon que le réseau social va aller d'un côté ou d'un autre, ça va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Navalny est une victime dans nos pays, hein, sans entendre les détails, mais on l'a vu tout à l'heure. Bon, ceux qui ont la chance de pouvoir voir, par exemple, des films sur Navalny quand il avait 20 ans, vantant hein, tout ce qu'il fallait, comment il fallait lutter contre l'immigration, tout ce qu'on a vu, hein, là vous dites, attends, mais c'est quand même pas le même qu'on est en train de défendre aujourd'hui comme la 7e merveille du monde. Il y a quand même un problème de fond, c'est pas le même homme. Alors, et la question à ce moment-là, c'est, puisque ce n'est plus le même homme, il a changé à 180 degrés, deux questions. Ou il a été touché par la grâce, il paraît que ça arrive, hein, ou alors il a été acheté par quelqu'un, sous une forme ou sous une autre. Et là, on revient sur les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Juste pour ajouter, Monsieur Juillet, justement, vous avez parlé du dossier concernant les Allemands, et le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, en août de cette année, était à Rome, s'étonnait du fait que les Allemands avaient rendu le dossier Navalny complètement confidentiel. Puis, si les étrangers, nous, si les Européens, sont convaincus que Navalny a été empoisonné par les Russes, officiellement, par un service russe, pourquoi ne publie-t-on pas les résultats des analyses ? C'est clair. Eh oui. Donc si on ne les publie pas, c'est parce que probablement, c'est qu'il n'y a pas d'éléments. Et qu'on est dans une manipulation totale, événementielle, dans un but évidemment très clair. Ça, c'est, voilà. Hein ? Mais c'est une hypothèse, je ne vous dis pas que j'ai raison. Mais moi je dis, il faut au moins se poser la question, et à partir de là, pourquoi on ne présente pas les analyses ? Vous voyez ? Pour revenir à Julian Assange, j'ai lu avec beaucoup de surprise le fait que les journalistes de Yahoo News récemment ont révélé qu'en 2017, Assange aurait dû être tué par les services secrets américains. Et ça c'est la question justement sur le traitement médiatique, qui a relayé ces informations, puisqu'ils ont quand même interrogé une trentaine de fonctionnaires des services américains. Donc, je vois que ni Le Monde, ni Le Figaro, ni Libération, ni Les Échos, aucun de ces médias a relayé ces informations. Il y avait un article d'un Point, Mediapart, Guardian. Voilà. Ça, c'est la question du traitement médiatique. Pourquoi ni BFM TV, ni tout ce qu'on attend tous les jours, pourquoi elles ne révèlent pas ces informations ? Pourquoi elles ne parlent pas d'Assange ? C'est leurs confrères. Concernant, par exemple, Assange, il est évident qu'il y a des choses qui sont historiques maintenant. Les films, ils existent, des hélicoptères qui tirent sur les civils en Irak. Enfin, il y a des choses, des crimes de guerre qui ont été révélés, les vidéos, par Assange. C'est historique, c'est prouvé. Après, évidemment, il s'est passé tellement de choses depuis 10 ans qu'on ne peut pas creuser tout. Cette histoire de projet d'assassinat, je l'ai lu comme vous, relevé sur le site Yahoo. Yahoo n'est pas forcément... je ne sais pas ce qu'il y a derrière ou pas, mais la question de l'absence de soutien des grands médias, je pourrais vous en parler, parce que j'ai aussi réfléchi, et l'article du Monde diplomatique est passionnant, pourquoi cette différence de traitement ?
Je crois, pour avoir le nez les mains dans le cambouis depuis 2 ans, et il y en a d'autres qui l'ont depuis des années, notamment les gens qui sont là-dedans en France ou partout dans le monde, on a formé une sorte de collectif informel. Donc il y a dedans Victor Dedatch, qui édite un site qui s'appelle Le Grand Soir depuis 20 ans, qui est passionné par les médias alternatifs. Il y a d'autres personnes qui sont très branchées, réseaux sociaux. Mais jusqu'à il y a 15 mois, il n'y avait pas de coordination. C'est-à-dire que c'est un élément qui peut répondre à la question du traitement médiatique. Il n'y avait aucune coordination. Chacun était dans son coin. Et j'ai lu d'ailleurs, je crois que c'est dans le papier du Monde diplomatique, ils sont dans l'entre-soi. Moi, quand j'ai débarqué là-dedans, j'étais très frappé. Et aujourd'hui, on n'est plus dans l'entre-soi. Parce qu'il y a 50 députés qui sont engagés. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Et on va briser le mur du silence, qui n'est pas délibéré, je ne crois pas, un complot de la presse française. Je pense que c'est assez simple. Je teste les choses dans la rue de temps en temps. Je dis aux gens, Assange, ça vous dit quelque chose? Non, oui, bon. Wikileaks, ah oui, bon. Je crois qu'il y a une réalité matérielle, historique, de la vie de tous les jours, qui est que c'est une très vieille histoire. Et il faut moi j'en tiens compte, parce que pour arriver à soulever ce qu'on a fait et réunir les députés cet après-midi et continuer, je peux vous assurer qu'il faut tirer les sonnettes et faire le tapin, mais pour la bonne cause. Et il faut avoir de l'énergie pour intéresser les gens à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui est dans une prison à l'instant où on parle de haute sécurité et qui n'a rien à y faire. Parce que même s'il a été imprudent, l'histoire le dira, le procès ne le montre pas. Il faut quand même savoir que tout ce qu'il a publié en 2010, quand Wikileaks démarre, c'est quand même validé par les plus grands journaux du monde entier. Et puis il s'est passé il y a 2 ans que les poursuites suédoises ont été arrêtées, mais les Anglais, et c'est le droit international, ont mis à exécution le mandat d'arrêt émis par les Américains. Il aurait été réfugié en France. Bon, c'est parfaitement légal. Hein. Les Anglais ont fait leur boulot de coopératif. On peut discuter de la poursuite et de l'espionnage acte sur lequel il est poursuivi, parce que si Assange finit sa vie en prison, ça en est fini du journalisme d'investigation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un journaliste dans le monde qui osera publier des documents un peu sensibles, parce qu'on lui dira « Ah, jurisprudence, Assange ». Donc c'est ça aussi l'enjeu, au-delà de la vie de cet homme. C'est l'enjeu de la liberté et du risque que prennent les journalistes ou pas. Mais c'est vrai que dans le traitement médiatique, le temps joue. Pour le monde, avec des années, Assange est devenu le militant anti-américain qui s'attaque au secret des pays démocratiques et rarement en ceux de pays totalitaires. Et on sait de quoi il s'agit, de quel pays il s'agit. Donc c'est ça, c'est le traitement de 10 ans. Oui, je voulais juste moi préciser une chose, si vous voulez, par rapport à ce qui a été dit là sur les journalistes. Et qu'on soit bien d'accord, hein, je ne mets pas en doute l'honnêteté, la capacité du travail des journalistes. Et certains journalistes d'investigation font un travail absolument fantastique pour justement faire émerger la vérité. Mais il faut faire très attention quand il y a unanimité des journalistes. Et je vais vous donner un exemple. On a eu 2 fois de suite, on a eu des publications qui ont été faites par un collectif de journalistes internationaux, dont ceux du Monde, dont ceux d'ailleurs. Souvenez-vous, les Panama Papers. Et récemment, on a eu de nouveau des papers qui sont sortis. Hein, et là, dans les premiers, c'était sur les comptes dans les paradis fiscaux. Pour le deuxième, c'était un certain nombre de noms qui ont été jetés dans le public, de gens qui avaient effectivement placé leur argent dans les paradis fiscaux, hein, dont des Français, comme vous savez, même un candidat à la présidence de la République. Ancien, pas tout, pas aujourd'hui. Bon, tout ça c'est parfait. Maintenant, si vous quittez le fait de l'unanimité et que vous regardez ce qu'il y a dans l'article, il y a quand même une chose qui est étonnante dans les 2 cas, c'est que le monde est pourri, sauf les États-Unis. Car il n'y a pas un Américain concerné dans les Panama Papers ou dans la liste qui vient de sortir. La réponse, elle est « comment ça se fait ?» On peut s'étonner quand même, même si tout le monde sait qu'il y a des gens qui ont une vertu supérieure aux autres, on peut s'étonner, et la réponse, elle est terrible. C'est qu'en définitive, c'est une opération faite par des gens honnêtes, les journalistes honnêtes, mais qui a été manipulée par ceux qui ont payé l'opération, et c'est une ONG bien identifiée. Vous voyez ? Alors ça, il faut y penser. Comment là, je ne peux pas vous donner le nom. Non, mais une ONG américaine, Ah bon ?
Une américaine. Vous savez bien que c'est pas une auto. Oui, c'est Soros. C'est Soros. Mais il a qu'une seule. Ça fait partie, oui, bien sûr. Tout, Ben voilà, c'est le groupe Soros. Puisqu'on disait à un moment donné que Assange était à l'agent russe, je me demande pourquoi la Russie n'accorde pas le droit d'asile à Assange. D'abord, c'est visiblement pas un agent russe, parce que, comme on l'a dit, c'est un lanceur d'alerte qui a réagi, qui a conçu avec ses amis un plan de réaction par rapport à un certain nombre de dérives qu'il constatait, et qui a fonctionné, qui réagit visiblement comme un occidental, je dirais, dans ce cadre-là. Bon, si les Russes ne pouvaient pas, enfin, s'il était russe, les Russes de toute manière ne pouvaient pas le défendre parce que ça aurait été avoué qu'ils auraient été derrière. Donc ils ne pouvaient pas. De toute manière, dans ce genre d'affaires, il était tout seul, hein, parce que les Russes ne pouvaient pas l'appuyer, ni les Chinois, ni qui vous voulez, parce que celui qui dit « ouais, il est formidable, il a raison », autant vous dire qu'à ce moment-là, tous les pays qui sont autour disent « c'est donc de là que c'est venu ». Donc on ne peut pas. Hein. Et c'est pour ça aussi que moi je pense que l'histoire de la tentative d'assassinat, je suis très réservé là-dessus aussi, pour les mêmes raisons, parce que quand on connaît les modes de fonctionnement, quelqu'un qui s'amuserait aujourd'hui à tuer, imaginez qu'Assange meurt cette nuit. Vous aurez toute une grande partie de la population mondiale qui sera convaincue qu'il a été assassiné par les Américains. Oui. Et c'est normal. Et c'est normal. On ne prête qu'aux riches, comme on dirait. Hein. De même que dans l'autre cas, on a vu un certain nombre de cas où automatiquement ils effacent forcément, c'est un coup des Russes. C'est exactement pareil. C'est quand vous êtes américain et que vous avez toutes les semaines ou presque des documents qui sortent, vous voulez savoir d'où ils sortent et par qui ils sortent. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez espionner tous les gens que vous supposez être dans le coup, en espérant qu'il y en a un qui va parler, qui va donner des informations, qui va donner une adresse mail, et vous allez pouvoir remonter sur ceux qui envoient les informations. Et ça, c'est de bonne guerre. Quand vous faites du lancement d'alerte, je dirais, hein, quand vous dévoilez, vous prenez des risques, il ne faut pas vous étonner si en face, on essaie de vous bloquer en appliquant aussi les mêmes méthodes. C'est humain, hein, c'est normal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui sont avérées et indiscutables. Bon. Et effectivement, il a été surveillé nuit et jour dans l'ambassade, enregistré, parce que c'était assez logique, ils voulaient l'attraper. Bon, ils ont fini par faire pression. C'est une histoire, c'est un roman terrible. Il avait obtenu la nationalité de l'Équateur, quand même, N'hésitez pas à poser des questions, parce que moi j'ai mis du temps à digérer, à synthétiser, à expliquer ça en 5 minutes. Donc il faut savoir que pendant qu'il est dans l'ambassade d'Équateur, réfugié, il obtient la nationalité, avec un président qui était assez anti-américain. Bon, le problème c'est que les présidents en Amérique latine, ils changent. Et il y a eu un président pro-américain qui a pris la suite. Et ils ont enlevé la protection. Donc, ils ont dit aux Anglais, venez le chercher. Enfin, les Américains ont dit aux Anglais, allez le chercher, il est plus protégé. Et c'est comme ça qu'on a des images pas innocentes, où on voit Assange barbu, épuisé, tiré hors de l'ambassade. C'est les seuls qu'on a. Évidemment, pour le salir, le faire passer pour un fou. Donc, ils viennent le chercher et ils l'emmènent dans une prison qui est une prison de haute sécurité où il est à cette heure-ci. Bon, ça, c'est la réalité. Je ne crois pas du tout. Enfin, j'avais lu un commentaire, parce que j'essaie de tout lire la nuit et le jour quand on a le temps, parce qu'il faut trouver des sous pour la campagne, il faut faire venir les députés, c'est un gros boulot, c'est passionnant, mais c'est très... et il faut venir aussi plaider la cause partout. Parce que c'est très long, ça fait presque 10 ans qu'il est enfermé. On compte les 2 années de prison, mais il faut savoir qu'il était dans l'ambassade dans des conditions très dures. C'est une toute petite pièce qui lui est prêtée, des toilettes. C'était tout petit, c'est des bureaux d'un petit pays d'Amérique latine. Et donc, quand vous vivez dans l'isolement comme ça pendant des années, même si vous avez des visites, que vous savez qu'à tout moment, on risque de venir vous chercher, parce que c'est ça, on ne peut pas dormir tranquillement. C'est pareil pour les voyous en fuite ou les espions en fuite. Vous ne passez pas une nuit au même endroit parce que vous avez peur qu'on vienne vous arrêter. Et pendant des années, il a vécu ça psychologiquement. C'est usant. Mais depuis 2 ans, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va être mis dans un avion à tout moment pour Washington ou pas. Parce que, il y a le processus judiciaire qui le protège, mais il peut y avoir, la justice peut s'accélérer, mais surtout, c'est le contraire qu'on voit, c'est que la justice est de plus en plus lente. Donc là, on va avoir le délibéré en décembre ou janvier,
mais il a un risque suicidaire évident qui a été mis en évidence par un psychiatre ou 2 psychiatres qui l'ont examiné. Ce qui d'ailleurs a motivé, il faut savoir que tout ça est quand même... Puis la défense fait son boulot. Il y a un risque suicidaire, bon, pour tous les prisonniers, mais pour lui particulièrement, parce qu'il doit être au bout du bout. Parce que s'il était extradé, c'est le texte même de la décision, dans une prison américaine, Supermax et autres, enfin ils savent faire, il se suiciderait, il pourrait se suicider. Bon. Alors c'est valable, à mon avis, pour n'importe quel prisonnier, parce que, mais dans le cas d'Assange, ça paraît assez évident, avec tout ce qu'il a enduré et qu'il endure encore, quel que soit son courage, quel que soit ses soutiens. Bon. Et je pense que c'est une formidable façon, un peu comme Mandela à une époque ou d'autres prisonniers politiques. Au-delà du destin d'Assange, c'est également la question de souverainisme européen dans le domaine cyber, puisqu'il a révélé, entre autres, que tous les présidents européens sont écoutés. Le portable d'Angela Merkel a été écouté par les services secrets américains. Tout le monde le sait, mais pourquoi finalement cette question ne s'affirme pas d'une manière plus forte? Pourquoi on ne parle pas de c'est passé et tout le monde a oublié? Non, mais je crois qu'on est dans ce genre d'affaires. Il y a si vous voulez, tout d'abord, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, tous les services du monde rêvent d'écouter les présidents et les ministres des autres pays du monde. Et les autres le font. Et tout le monde essaie de le faire, avec ses moyens. Alors c'est plus ou moins facile et c'est plus ou moins difficile. Ça dépend des cas, ça dépend de... Il est évident que quand vous avez le problème du président des États-Unis ou le président russe, c'est certainement beaucoup plus difficile que les présidents européens, parce qu'ils ont des moyens de protection beaucoup plus importants. Hein, et probablement aussi, la plupart d'entre eux en tout cas, sont sensibilisés beaucoup plus que les nôtres, hein, parce qu'on sait très bien qu'un certain nombre de présidents français, par exemple, ont continué à utiliser leur portable classique, comme tout le monde, hein, alors qu'il y a des portables cryptés qui, évidemment, rendent la vie plus difficile aux services de renseignement étrangers. Bon, parce que si vous êtes encrypté, que ce soit Assange ou qui vous voulez, ben, vous ne savez pas ce qui se dit. Hein. Donc, on voit bien. Donc, il y a des fautes aussi, des fautes de sécurité qui sont faites, hein, et qui facilitent le travail de ceux qui essaient d'écouter. Ce qui est dans cette affaire-là, ce qui est très intéressant en définitive, c'est que, effectivement, selon le point de vue où on se place, le côté américain ou les autres, la position n'est pas du tout la même. Les Français ne peuvent pas en vouloir à Assange, au contraire, ils ont appris, les Français et les Anglais aussi. En définitive, les Anglais, ils n'ont pas de chance dans cette affaire, ils n'ont vraiment pas eu de peau, parce qu'il faut dire la vérité. Parce que Assange est venu en Angleterre, hein, et est resté en Angleterre. Donc c'est eux qui ont subi la pression des Américains qui leur disaient « donnez-nous Assange ». Et eux, ils disaient « je ne peux pas donner Assange, parce que si je le donne, je vais avoir une partie de ma population qui va être scandalisée et qui va se mettre contre nous ». Parce que c'est ça, le politique. Et s'il est chez nous, on sait très bien, s'il vient chez nous, hein, ce que vous êtes en train d'essayer avec... on va voir, hein, on va voir si ça marche. Bon, l'actuel président a montré voilà, qu'il avait des décisions imprévisibles. Voilà, justement. Voilà, donc on peut imaginer qu'ils viennent chez nous, mais bien sûr. Ça serait le général de Gaulle, il y a longtemps qu'il aurait dit, bon, vous êtes bien gentil, vous nous avez pris les sous-marins, vous nous donnez Assange. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu avoir des donnants-donnants. Mais bon, mais là, on n'en est pas, enfin, on verra ce qui se passe. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, celui qui prendra Assange, ben, évidemment, il s'oppose directement aux Américains qui vivront ça très mal. Souvenez-vous, dans l'affaire Huawei, par exemple, quand la directrice générale de Huawei, les Américains ont demandé aux Canadiens de l'arrêter pour l'extrader aux États-Unis parce qu'ils accusaient la société Huawei d'avoir fait de l'espionnage. Et comme elle était la directrice générale financière, ils disaient ben, il faut qu'elle paye pour tout le monde. Bon, ça a duré quand même plus d'1 an avant qu'il y ait une négociation entre les Chinois et les Américains et qu'elle puisse repartir en Chine. Mais là, c'est intéressant, parce que là, entre Chinois et Américains, où là, ça se passait au niveau de 2 très grandes puissances, bon, les Canadiens, ben, ils n'osaient pas aller extrader cette femme aux États-Unis parce qu'ils se sont dit là, toutes les relations avec la Chine s'arrêtent. Or, on a des marchés importants sur le plan économique avec les Chinois, donc on ne peut pas se permettre. Donc le problème, c'est on la garde et il faut qu'on trouve une solution. Et en définitive, la solution, elle a été trouvée parce que les 2 grands pays ont négocié. Si vous avez un conflit entre les Russes et les Américains, je vous garantis qu'ils trouveront une solution entre les 2.
Hein, c'est comme pour les espions, on fait un échange d'espions, et puis il y en a sur un pont à Berlin, enfin à l'époque, c'est sur un pont, on fait un échange d'espions, et puis tout le monde est content, le problème est réglé, puis personne n'en parle. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas en face des Américains, dans le cas Assange, il n'y a pas quelqu'un qui soit aussi puissant que les Américains pour dire Assange, on va négocier. C'est ça le problème. Et d'où l'essai qui est en train d'être fait, pourquoi pas. On va voir, ça va être très intéressant de voir si les Américains, parce que ça fait longtemps que ça dure quand même, si il ne va pas y avoir à la fin, s'ils ne vont pas lâcher en disant, bon, le fond, allez, ça suffit, ça fait longtemps, et on peut faire autrement. Hein. Je reviens sur le cas de Navalny, parce que Navalny, c'est, comme vous l'avez bien compris, c'est très différent, puisque c'est un cas qui est à la fois très différent, mais avec aussi les mêmes mécanismes de réseaux sociaux, hein. Mais c'est un cas très différent parce que là, c'est quelqu'un qui est un opposant politique, c'est pas du tout la même chose qu'un lanceur d'alerte. Hein. C'est un opposant politique au régime en place, hein, et on va accuser, les médias occidentaux vont accuser le régime en place de l'avoir empoisonné parce qu'il est un opposant politique au système. Hein. Et ensuite, mais ce que je constate, c'est qu'une fois qu'il a été mis ensuite en prison pour des affaires judiciaires, on n'a pas du tout la même angoisse sur le cas de Navalny qu'on a sur le cas d'Assange. Hein, si vous regardez bien, il y a eu au début, ça a bougé pas mal, et puis maintenant c'est fini. Hein. Bon, et maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir quand Navalny sortira de prison, à la fin de sa peine, parce que lui, il n'est pas condamné à 175 ans de prison, hein, quand il sortira, de voir comment ça va se passer. Il encourt 175 ans de prison. Il n'est pas condamné à ça. Pour l'instant, on est en démocratie. Il y a un processus démocratique en cours. C'est-à-dire ce que M. Le Bihan a répondu à M. Lassalle il y a un an, en sortant son petit papier. Oh, mais la France respecte... c'était assez minable. Vous pourrez voir ça sur Internet. Donc, il n'est pas condamné pour l'instant. Il encourt, au regard des accusations qui sont portées contre lui, 175 ans de prison. Mais même s'il en avait que 50, il serait mort dedans. Hein. Attendez, sachant que les Américains, la différence des Français, où la durée de prison maximale, c'est la prison à vie, et encore, il y a souvent des remises de peine. C'est très rare qu'il y ait une peine de sûreté qui soit la prison à vie. Ça n'existe pas en droit français. Hein. Par contre, aux États-Unis, vous pouvez vous prendre, souvenez-vous, l'affaire de la pyramide de Ponzi là, qui avait été faite aux États-Unis. Hein, pardon ? Oui, la pyramide de Ponzi qui a été faite par Madoff. Hein, souvenez-vous, il s'est pris plus de 220 ans ou 230 ans de prison. Parce qu'aux États-Unis, on cumule les condamnations au fur et à mesure, elles s'ajoutent les unes aux autres, ce qui fait qu'effectivement, vous ne sortez plus. Est-ce que vous croyez vraiment que la France va accorder l'asile à Julian Assange ? Moi, j'y crois passionnément. Sinon, je ne me lèverai pas le matin. Depuis, j'ai ça dans mon bureau, et j'ai une émotion tous les soirs en regardant Assange, et en pensant à lui, et en me disant que si je ne fais pas quelque chose, et qu'il meurt là-bas, j'aurais raté quelque chose dans ma vie. Parce que j'avais peut-être, avec mon savoir-faire, mon expérience, il faut savoir que j'ai été prisonnier longtemps, dans une affaire assez politique, où il y a des portraits il y a 10 ans, ce qui m'a donné une connaissance du monde carcéral, et ce qui sans doute est mon moteur pour aider cet homme dont je me sens encore plus proche de ce qu'il vit, parce que je l'ai vécu, tout simplement, pour des raisons différentes, mais je l'ai vécu. On espère quand même que la France... Enfin, moi, je suis citoyen, je ne suis pas fanatique de M. Macron, je ne suis pas non plus... Je pense que ce président a montré, c'est une réalité, qu'il pouvait prendre des décisions bizarres. Je ne commande pas, mais un peu, bon, avoir envie de faire un coup, puisqu'en ce moment, il cherche des coups. Et je me dis, et on l'a dit inlassablement quand j'ai eu la parole dans des émissions, je dis, Monsieur le Président, je n'ai pas pu le rencontrer, je voudrais être journaliste accrédité à l'Élysée, et puis dans une conférence de presse en direct, Monsieur le Président, pourquoi vous n'accordez pas l'asile à Assange, puisqu'on vous le demande depuis un certain temps, mezzo voce. Bon, je ne suis pas journaliste accrédité, mais bon, on va lui poser la question d'une façon ou d'une autre. Donc, je crois que cet homme, il a des qualités évidentes, il ne serait pas président autrement, est capable de prendre des décisions bizarres. À partir du moment où nous sommes dans un monde dans lequel les réseaux sociaux ont un rôle de plus en plus important et se substituent même aux médias classiques, très souvent, bon, il est évident que tous les gens qui sont dans ce grand jeu, entre guillemets, de tous les côtés, ont intérêt à utiliser les réseaux sociaux. Ceux qui vont défendre
la victime, ça va être pour dire « mais il est innocent ». Et de l'autre côté, par tous les moyens, on va essayer de salir la victime et son environnement pour essayer de pousser les juges et les autres et le grand public à dire « cette personne est insupportable ou est épouvantable ». Donc oui, c'est un jeu permanent auquel on assiste dans quantité de domaines et d'affaires, hein, malheureusement, parce que c'est pas drôle. Mais ça, je crois qu'on est dans un système où c'est quasiment impossible de l'éviter, parce que il y a des gens qui ont des idées comme ça, en se disant on va pouvoir... Et il y a des agences spécialisées, hein, y compris dans la publicité, ou la propagande, ou ce que vous pouvez appeler ça comme vous voulez, qui n'hésitent pas à conseiller à leurs clients, justement, des manipulations de ce genre. Donc il faut être extrêmement prudent. On est dans un monde qui est très difficile à gérer à cause de ça. Parce qu'avant, il y avait quand même un certain nombre de règles qui étaient plus ou moins respectées. Aujourd'hui, c'est la loi du Far West, il faut être honnête. Hein. C'est celui qui parle le plus fort ou qui arrive à avoir le plus fort impact médiatique qui gagne, dans 90% des cas. Je pense que si on était aujourd'hui à Moscou et que vous soyez le représentant de l'ambassade américaine, vous poseriez la même question, dans l'autre sens. D'accord ? Parce que le problème, c'est qu'effectivement, il y a des groupes d'influence chez nous, hein, comme c'est clair. Il y a des groupes d'influence très importants qui sont, qui dans le cadre de l'Europe, dans le cadre des relations avec les États-Unis, et qui effectivement ont tendance à un alignement par rapport à des positions qui sont inspirées très souvent par les États-Unis. C'est une réalité. Hein. Alors, vous avez raison de dire qu'il faudrait que les journalistes, effectivement, soient capables ou aient la volonté de dire autre chose, mais c'est souvent très difficile parce que les rédactions des journaux, qui sont toutes des rédactions avec une tendance politique, ne veulent pas sortir des règles politiques de leur tendance. Et donc c'est ça qui est un problème. Donc si vous voulez, de ce fait-là, on a beaucoup de difficultés. Mais je voudrais aussi préciser une chose tout à l'heure, si on parlait de Khomeini. Alors, si vous ne savez pas, je précise juste pour mémoire, hein, pour ceux que ça intéresse. En réalité, Khomeini a été accepté en France et logé à Nofle-le-Château avec son équipe. Ils étaient un certain nombre à la demande du Shah d'Iran. Parce qu'il faisait des troubles religieux, mais très faibles au départ, et le Shah d'Iran considérait que plutôt que de l'avoir chez lui, où il leur posait plein de problèmes, hein, il valait mieux qu'il soit à l'étranger. Et comme la France était en très bonne relation avec l'Iran, l'idée, ça a été de dire, vous allez vous installer en France. Là où tout le monde s'est fait avoir, c'est que tout le monde pensait qu'en étant en France, Khomeini ne bougerait pas, et Khomeini a été le premier à utiliser, là on est dans les réseaux sociaux, il a été le premier à utiliser les cassettes. Il envoyait des cassettes, et ces cassettes, il enregistrait ses discours dessus, ses prêches ou ses discours dessus. Et ça a pris une importance de plus en plus importante parce que les gens là-bas doublaient ou triplaient, enregistraient ou surenregistraient les cassettes, et ce qui fait que très vite, ces cassettes ont circulé sur l'ensemble de l'Iran et ont commencé à déstabiliser l'Iran. Mais là, c'était trop tard. Il était installé chez nous, la mécanique était lancée et plus personne ne pouvait l'arrêter. La loi Sapin II, il faut bien voir, a été déjà un progrès considérable en France par rapport, parce qu'on n'avait rien. Et on a fait la loi Sapin II et puis un certain nombre d'autres. Ce qui a accompagné la loi Sapin II nous a permis de nous défendre, en particulier face aux lois américaines extraterritoriales et dans la lutte contre la corruption. Bon, les lanceurs d'alerte ont été un élément de cette loi, mais ce n'était pas l'élément principal. Et on s'est rendu compte après coup, effectivement, qu'il y avait du flou sur les lanceurs d'alerte, d'où ce qui est en train de se préparer et qui va être un complément très important et qui va sécuriser les vrais lanceurs d'alerte pour leur comportement et par rapport à ce qui se passe. Non mais vous, tous ceux qui vivent en couple, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous vous engagez pendant 3 jours à vous dire l'un à l'autre tout ce qui vous passe par la tête. Si encore au bout de 3 jours vous êtes encore ensemble, venez me voir, je vous invite au restaurant. Mais non, mais c'est ça la vérité. On ne peut pas affronter... Non, le problème, si vous voulez, c'est que la vérité totale sur tout ne peut pas... L'expérience humaine, depuis la création du monde, montre qu'on ne peut pas.
Merci Ouais. d'être là, monsieur Corbière. Merci.